Non, on n'est pas en direct. On n'est pas en direct. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer Clémence Costaud. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Hyper heureuse, très heureuse de t'interviewer. Alors, je vais d'abord te présenter, je vais le faire en 4 points. Donc, tu as travaillé pendant 15 ans dans la publicité en tant que conceptrice et rédactrice. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai lu que tu avais été récompensée pour 2 de tes campagnes, une pour Amnesty International et l'INPES. C'est comme ça que ça se prononce? l'INPES. L'INPES. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était, donc je vais préciser pour ceux qui sont comme moi. C'est Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Ouais. J'ai réalisé un rêve en faisant cette campagne. C'était une campagne dans laquelle je mettais les hommes enceints. Et c'était une campagne de prévention pour la contraception. Le public cible, les jeunes avaient adoré. Voilà. Dans le deuxième point, c'est artiste parce que tu as quand même, mine de rien, tu as écrit, tu as monté une comédie musicale, tu as conçu tous les costumes de cette comédie musicale, Captain Cheerose. Donc c'est indéniable. Enfin, je veux dire, écoute, j'ai mis mon temps à l'accepter ou à le. Ouais. Mais je me présente pas comme une artiste. Alors moi, je t'ai découverte sur le réseau social Instagram, sur ton compte Abracadamois. Sur ce support, tu t'incarnes comme une créatrice de magie. Tu ouvres une fenêtre sur un. Là, Sydney est avec nous. Tu nous ouvres une fenêtre sur ton univers, empreinte de magie, c'est fait de symboles, d'archétypes. Tu nous tires les cartes pour nous délivrer des tu nous tires les cartes, tu nous délivres des messages. C'est sous forme de guidance, de bienveillance. On adore. Et enfin, tu proposes aussi des immersions pour des groupes de femmes, des séjours immersifs, en tant que coach de développement personnel et spirituel aussi. En d'autres termes, tu es une guérisseuse en fait. Peut-être, puisque j'ai découvert que j'arrivais entre autres d'une lignée karmique des chamans. Donc oui, il y a ce pouvoir de la guérison. Ce que je fais dans ces immersions et ce que je fais dans mes coachings, c'est plus ce qu'on appelle être guide des traversées, c'est-à-dire que j'accompagne les âmes terrestres incarnées à arriver sur leur bon chemin de vie en fait. Tu abordes ça sous un prisme spirituel mais avec des outils concrets de développement personnel plus? Oui, c'est ça l'idée? C'est un mélange de plein de choses. Il y a la créativité, il y a la magie, il y a beaucoup la parole en fait, des cartes d'oracle qui sont un de mes outils principaux. En fait, quand j'ai créé Abracadamois, je ne pensais pas qu'il y aurait... c'était un jeu de mots publicitaire pour moi. Et je ne pensais pas qu'il y aurait... que ça allait créer toute cette magie, que cette magie existait. Ce slogan publicitaire que moi j'appelle une incantation, parce que c'est finalement... C'est une incantation, tu as raison. Voilà, c'est arrivé justement à un moment charnière. Abracadamois, c'est arrivé parce que après avoir dit pendant 39 ans que jamais je n'aurais d'enfant, le jour où j'ai décidé d'en faire un peu au pied du mur, parce que les médecins me disaient c'est maintenant ou jamais, là je me suis dit ok, l'univers ne m'offrira pas d'enfant. Si je ne me change pas vraiment en profondeur. Et donc Abracadamois, c'était au départ pour moi, j'ai jamais pensé que ça deviendrait ma marque après. Je voulais qu'on commence par parler de ton rapport, enfin le chemin qu'a fait ton rapport au féminin durant toute ta vie. Quand tu étais petite, tu étais un garçon manqué. Oui, j'ai toujours cru que j'étais le fils raté de mon père en fait. J'ai été misogyne qui s'ignore pendant des années, c'est-à-dire que quelque part j'avais intégré ce que la société diffuse comme message, que les femmes sont quand même inférieures aux hommes. Et du coup je comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais dans un corps de petite fille ou de femme et je me sentais très homme. Toi adolescente, tu as commencé à prendre conscience que les attraits du féminin pouvaient être, on va dire, utiles, je dirais ça comme ça, mais du coup plus dans la sexualisation de ces attraits-là. Donc c'est là que tu as découvert un peu le décolleté, le mascara, tout ça. Et ensuite, quand tu es devenue une jeune adulte, c'est le côté un peu misogyne dont tu parlais, qui s'ignorait, une bimbo avec un caractère de mec.
qui avaient une sexualité un peu objet. C'est intéressant de voir qu'en fait, la problématique avec ta féminité jusqu'à arriver jeune adulte n'avait jamais vraiment bougé, mais on tournait autour en fait, si tu veux. Et ensuite, il y a eu un événement qui a un peu fait basculer ce rapport-là au féminin, c'est l'affaire DSK. Oui, en fait, quand l'affaire DSK a éclaté, dans les premières 48 heures, si on se remet dans le contexte, personne ne pensait DSK coupable. Le volcan s'est réveillé en moi et j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai plongé sur Internet dans les chiffres des violences sexuelles. J'ai pris l'ampleur de la gravité de ce qui se passait et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que ce fléau était aussi important. Qu'est-ce qui faisait que autant de femmes et d'enfants étaient violés. Et je suis tombée sur le documentaire de Patrick Jean qui s'appelle La domination masculine et j'ai compris que en fait les violences sexuelles n'était que la conséquence du patriarcat. Et tout à coup, je suis passée de misogyne à féministe engagée. D'un seul coup, tu as fait face à quelque chose de difficile à porter avec lequel tu ne voulais pas t'embarrasser, mais de manière totalement inconsciente. Moi, je t'interviewe par rapport à la thématique de la dualité, tu vois. C'est le début de la navigation dans le duel en toi. C'est-à-dire que là, il y avait l'inconscience et tac, là, tu fais face à cette part d'ombre, à cette zone un peu obscure. Et finalement, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont se libérer et se débloquer. Et le chemin n'est pas terminé, mais tu veux faire un documentaire, réaction. Je veux dénoncer, à ce moment-là, ça faisait déjà un petit moment que je ne trouvais plus de sens au métier que je faisais de publicitaire. J'avais très envie de faire des documentaires, mais un documentaire, c'est quelque chose dans lequel on plonge pendant 3, 4, 5 ans. Et en plus, j'étais très complexée par ce poids du nom Cousteau dans la famille. Voilà, pour les jeunes générations ne connaissent pas, mais le commandant Cousteau, c'était un explorateur qui a fait énormément de documentaires et son premier documentaire a été une palme d'or à Cannes. Et donc, je m'appelle Clémence Cousteau et donc je suis cette cinéaste. Et je me disais, dans la famille, quand on fait des documentaires, on a une palme d'or à Cannes, donc je ne fais pas de documentaire. Et puis à ce moment-là où je comprends à quel point il faut révéler au monde la réalité des violences sexuelles et de la domination masculine, je me dis, là, il ne s'agit plus de moi ni de mon ego. Là, c'est pas une question de réparation, c'est une question d'avertir. Et ce fameux documentaire qu'il avait fait, qui a été une palme d'or à Cannes, s'appelait Le monde du silence, donc, qui explore le monde sous-marin. Et donc, je voulais faire ce documentaire qui s'appelait Le silence du monde, puisque il ne s'agit que de ça sur les violences sexuelles. Et finalement, ça se transforme. Et finalement, quand on bouffe toute la journée du viol, voilà, puis en plus avec ce volte-face un peu que je fais, où tout à coup je deviens féministe, mon entourage me regarde, puis en colère de tout ce que je lis, de tout ce que je vois. Et je me rends bien compte que les gens ont pas envie d'entendre parler de viol. Finalement, ce documentaire se transforme en comédie musicale parce que je me dis la meilleure façon de parler de ces sujets-là, c'est de le faire en dansant, en chantant et en costume extravagant. Voilà. Et alors le pitch? Moi, je suis de la génération où j'ai grandi avec le conte musical Émilie Joly. Je pense. C'est l'histoire de Émilie trop jolie. Donc c'est construit exactement pareil et c'est l'histoire de Émilie trop jolie qui va à la recherche de celui qui l'a violée et de page en page, comme dans le conte d'Émilie Joly, elle rencontre des personnages qui vont tous incarner des messages au travers de leurs chansons. Il y a Capitaine Femme qui raconte mon combat à moi c'est le patriarcat, il y a Laïd Vador, sa chanson c'est mon fils ma bataille au bout de mon cordon ombilical, il y a La Belle et la Bête, EST, qui est une femme avec une robe de cheveux. Sa seule ambition c'est d'épouser un vieux con plein de pognon, et c'est sois belle et tais-toi, etc., jusqu'à ce qu'elle retrouve celui qui l'a violée à la fin, accompagnée d'une troupe de licornes. Leur corne est magique et elle est là pour empaler tous ces putains d'enfoirés. Il y a un côté rock un peu quand même. Il y a un côté rock. Parce que t'es rock aussi. Ah oui. Cette comédie musicale, on peut la voir, comment ça se fait? Écoute, non, ça s'est transformé en exposition. J'ai commencé à faire ces costumes, je ne savais pas ce que je faisais. Et puis un photographe de mode à la retraite qui est tombé amoureux de ce que je faisais.
On a passé un week-end de shooting et puis à la fin, quand on a posé les planches sur le sol, je me suis dit, mais mon Dieu, moi je suis juste en train de créer des costumes pour habiller des personnages qui sont en moi, il n'y a plus qu'à écrire l'histoire. Ça tombe bien, c'est ce que je sais faire. C'est parti des costumes. C'est parti des costumes complètement à l'envers et donc j'ai fini par écrire cette histoire. Ensuite j'étais évidemment avec mon passé publicitaire entourée de beaucoup d'amis illustrateurs. Et donc, je les ai briefés pour que chaque tableau, chaque scène soit illustrée avec des illustrations différentes. On va dire, si c'était un livre musical comme Émilie Joly, où tu as une page, un personnage, une chanson, un visuel, bah moi je l'ai fait en tableau géant et j'ai enregistré en studio son l'audio guide qui raconte toute l'histoire. Et donc les gens faisaient de l'exposition avec l'audio guide. Et voilà. Donc j'ai toujours cet audio guide, j'ai évidemment encore tous les visuels. T'envisagerais aujourd'hui de lui donner vie sur scène? En fait, c'était le but, j'ai toujours eu des très grandes ambitions pour cette comédie musicale, donc qui s'appelle non pas Captain Chiro, Captain Chiro c'est mon nom à moi, mais qui s'appelle Chirose, je t'en prie. La comédie musicale s'appelle Chirose. Elle s'appelle Chirose. Chirose, c'est la contraction de She et Heroes, puisque pareil, dans tout ce que je te racontais tout à l'heure, qui a nourri ma croyance que les femmes étaient inférieures. Quand tu es petite, tu as Batman, Spider-Man, Captain America, enfin tu as des super-héros masculins dans tous les sens. Et quand tu es une petite fille et que tu veux t'identifier à quelqu'un, bon bah il y a Wonder Woman et basta quoi. Et donc j'avais envie effectivement de faire une comédie musicale avec des archétypes féminins forts, et donc non pas des heroes mais des sheroes. Et en plus, j'ai découvert en trouvant cette contraction sur Internet que ça existait dans le dictionnaire urbain américain et que Sheroes dans le dictionnaire urbain américain, ce n'est pas seulement des héroïnes féminines, mais ce sont les personnes, tous sexes confondus, qui se préoccupent des droits des femmes. C'est pas vrai. Voilà, donc on peut être un homme et être un shero. Sans le savoir, tu avais trouvé ce mot qui voulait dire ça. C'est fou ça. Je la voyais, cette comédie musicale, comme le Starmania de notre époque. Je suis allée voir un des plus grands producteurs français qui m'a dit Mademoiselle, vous êtes mignonne, mais ça se monte pas comme ça, une comédie musicale. C'était pas le timing. C'était pas le timing. Voilà. Et maintenant, mon projet, c'est de faire un enfant. Et donc, j'en ai fait un, puis deux. Et voilà. Et donc, Chirose est dans les cartons aujourd'hui. Je sais que ça verra le jour. J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais j'avais écrit pour question, est-ce que tu penses que ce rejet du féminin en toi était inconsciemment en relation avec cet abus sur la femme comme une forme de honte qui t'empêchait de t'épanouir? Le rejet du féminin, pas une honte, mais effectivement, c'était quelque chose de faible. Oui, voilà, le féminin. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit pendant 39 ans que je n'aurais jamais d'enfant. Pour moi, c'était le symbole suprême de l'oppression de la femme. Beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, j'en suis intimement convaincue, sont dues au fait que ce soit nous qui portions les enfants. C'est indéniablement ça. Et après, si on part dans des choses un peu plus barrées, je pense que aussi dans mes précédentes vies, j'étais un homme, j'étais noire. Peut-être aussi que c'est nouveau pour moi, en fait, pour mon âme, d'être une femme. Dans le cas où tu étais un homme, on ne sait pas quel rapport il a homme-femme, donc il y a peut-être quelque chose à réparer aussi. Oui, enfin, dans l'histoire de l'humanité, il y a quand même de grandes chances. Voilà. Il y a tout à faire à ce niveau-là. Voilà, que l'homme que j'ai pu être avant n'ait pas forcément été le plus grand des gentlemen. Alors, il y a un autre moment de bascule, le moment où tu pars au Burning Man. Ouais, 2010 Burning Man. Qu'est-ce que c'est que le Burning Man? Voilà. Une société utopique, ça a commencé avec 10 personnes et aujourd'hui il y a 70 000 personnes qui se retrouvent. Une semaine dans le désert du Nevada, il y a 10 principes, 10 commandements à Burning Man où tout le monde peut être qui il a envie d'être ou qui il est véritablement. Et c'est surtout une cité où tout n'est que créatif, où la magie est partout, où tout est beau. La première fois que j'y suis allée, je pensais que j'allais à un festival. Et quand je suis arrivée là-bas, waouh, parce qu'en plus c'est à l'américaine. T'es dans une fête foraine pour adultes, un peu un côté Alice au pays des merveilles où tu passes d'un décor à un autre, d'une surprise à une autre, tu te perds toutes les minutes. T'es dans l'immédiateté parce que la personne que tu rencontres là, on est 70 000 au milieu du désert, donc si tu parles pas avec elle maintenant, tu la reverras jamais de la semaine. Il n'y a pas de réseau téléphonique, donc
Donc tu es là. Les 10 principes, parce que j'imagine qu'ils ont synthétisé, on va dire, toutes les lois d'une société en 10 pour simplifier, mais il faut que ce soit suffisamment fort pour structurer, cadrer cette d'espace de liberté totale. Est-ce que tu les connais? Oui, alors je vais pas être capable de te citer les 10, mais il y a Radical Self-Expression, ça veut dire pouvoir t'exprimer de façon radicale, comme tu veux, que ce soit en récitant des poèmes, en te déguisant en licorne, voilà, mais t'exprimer créativement. Radical Self-Reliance, c'est-à-dire que tu dois être autonome, tu ne peux rien acheter là-bas à part un café et des glaçons. Tu dois avoir ta tente, tu dois avoir de quoi t'habiller, tu dois avoir de quoi te nourrir, tu dois avoir de quoi te laver, tu dois avoir ton eau. Donc c'est une logistique de folie. Gift economy, c'est pas du troc, tu as avec toi, pour toi et plus. Et à chaque fois que tu as envie de partager ce plus avec les autres, tu le fais. Leave no trace. Quand la semaine de Burning Man se termine, il ne doit plus avoir une seule trace de notre passage dans le désert. C'est le respect, c'est le civisme. C'est dingue en fait, quand tu y vas la première fois et que tu vois tout le monde être libre, tout le monde faire la fête, tout le monde s'exprimer créativement et qu'il n'y a pas un mégot de clope par terre, alors que évidemment qu'il y en a qui se droguent et qui font des rêves parties 24 heures d'affilée, etc. Ça fait penser de manière totalement différente, mais au festival de métal où ils sont là à adorer Satan et tout, tu te dis mais c'est le mal et tout. Et en fait, j'en connais des personnes qui vont dans ces festivals et c'est hyper bon enfant. C'est très différent parce qu'il y en a un, c'est genre on prend pas notre part d'ombre au sérieux, on s'en moque et c'est ça qui est libérateur. Et pour Burning Man, c'est finalement le fait d'exprimer ce qu'on est avec son filtre à soi, son côté unique à soi. Ça peut être considéré à d'autres endroits comme étant mal, parce qu'on parle encore une fois de dualité, tu vois. Parfois, il faut traverser la peur qui va avec pour pouvoir libérer ça, être capable de l'exprimer de cette manière-là. Mais en tout cas, quand il y a ça, créativité, amusement, c'est qu'il y a de la paix. Tu l'as dit aussi, il y a un cadre en fait. Donc il y a une liberté totale, mais il y a 10 commandements qu'on doit respecter. Et la communauté est là pour les faire respecter. J'ai repris une phrase que j'ai vue. Tu retrouves la foi entre, bon, de toute façon tu l'as expliqué pourquoi, mais ça m'a fait rire. Tu retrouves la foi entre un pape marseillais et une licorne sud-africaine en train de danser sur une baleine géante. Et j'ai adoré cette image-là. Moi, ce que je comprends, c'est que là, tu prends conscience de notre pouvoir créateur. C'est à ce moment-là que tu décides de faire entrer la magie dans ta vie. Et ça commence un peu par « je suis une licorne ». Je ne sais pas si je décide de faire entrer la magie dans ma vie, mais en tout cas, à ce moment-là, je réalise qu'elle existe. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pendant les années qui précédaient, j'avais totalement perdu foi en l'humanité. Ça devait être un 31 décembre, j'ai regardé le grand zapping, et c'était que des horribles nouvelles. Et je me souviens avoir pleuré en me disant, mais dans quel monde on vit? Je suis allée à Burning Man, il s'est passé ce qui s'est passé. On m'a beaucoup questionné à mon retour en me disant qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce que tu as vécu. Et j'ai mis du temps et au bout de 6 mois, j'ai fait ok, ça y est, je sais ce qui s'est passé. J'ai retrouvé foi en l'humanité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, tu as compris que l'amour, enfin même si tu n'étais pas conscient, que l'amour est guérisseur? L'art en fait. L'art, et puis j'ai vu 70 000 personnes, oui, qui n'étaient effectivement, tu as raison, qui n'étaient que dans l'amour, dans le partage, dans le non-jugement. Parce que pour moi, l'art, c'est une déclinaison de l'amour. C'est une manière de l'exprimer. Là, tu dis l'art est politique. Ah oui, l'art est politique. J'ai quand même grandi dans un milieu où on aime l'art classique. Cet art-là me faisait chier, et pour être honnête, il était beau, il était esthétique, j'étais sensible à son esthétisme. Mais voilà, et en fait à Burning Man, j'ai compris à quel point il était politique, Il y a ce concept de la licorne, en fait. Tu peux me décrire la symbolique de la licorne parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Il y a l'élan du cheval, il y a, je sais qu'il y avait la corne. La corne, c'est associé au troisième œil. Voilà, donc c'est la spiritualité. La spiritualité, mais surtout, en fait, c'est un animal qui est non genré. Oui, voilà. Je crois que j'ai reconnecté avec les licornes à Burning Man.
Et je suis rentrée, je me suis mis à faire des coiffes mohawk, punk de licorne. C'est là qu'ont commencé les costumes. C'est là qu'ont commencé les costumes. Et comme j'adore tout ce qui est symbolisme, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est des licornes et oui, bah oui, c'est non-genré, c'est magique, c'est le troisième œil. Par rapport à tout ce qu'on dit, tu vois, c'est en fait, que ce soit non-genré, c'est la cerise sur le gâteau, si tu veux. J'ai marqué une phrase, ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans sa propre obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Ça, c'est Carly Hulu, tu vois, et ça m'a fait penser au moment où tu es allé chercher les infos sur ce fléau du viol sur la femme. Et moi, j'ai l'impression que Burning Man, il joue un gros rôle sur ton rôle de guérisseuse. Oui, Burning Man joue un grand rôle sur ma reconnexion à la spiritualité, sur la découverte que je suis aussi capable de faire des choses de mes 10 doigts, parce que je pensais que j'étais tout sauf une artiste, sous prétexte que j'étais plutôt une intellectuelle qui écrivait, et sur la magie. En fait, c'est marrant parce que tu sais, quand on parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, le masculin, il y a un côté beaucoup plus, tu sais, concret dans l'action, qui donne, et le féminin, il reçoit, et c'est plus introspectif, et il y a quelque chose qui est plus créatif. D'ailleurs, c'est comme si, justement, tu étais connecté à ton énergie masculine. Avec Burning Man, c'est comme si ça t'avait... Là, il y a quelque chose qui s'était intégré dans la reconnexion à ton féminin. Et là, tu l'exprimes beaucoup plus, en fait, ton énergie féminine. Oui, ouais, peut-être, ouais. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, sans doute, ouais. Après, ce qui m'a reconnecté à mon énergie féminine, c'est la décision de tomber enceinte. Ah oui, bien sûr. J'ai même pas pensé à te demander, là, c'est moi, c'est ma dualité à moi, ce que ça t'a fait, mis à part la décision, qu'est-ce que ça a créé en toi de devenir maman? Ça bouge tout en fait. C'est à partir de cette décision que je décide de me transformer en profondeur. Je pensais que je détesterais être enceinte parce que on a toujours ce truc avec le corps quand on est une femme. Et puis en fait, j'ai adoré être enceinte. Au niveau du corps, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Je me suis enfin aimée et du coup, je pense que comme je m'aimais enfin, ce poids s'est envolé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ensuite, un enfant, ça bouleverse ta vie. Ouais. Il y a une phrase, je sais pas de qui elle est. C'est guérir, c'est toucher avec de l'amour, ce qui a été touché avec de la peur. Joli. Et en fait, je trouve que c'est approprié là par rapport à tout ce qu'on se dit, à la fois tout ton process. Tu vois, aujourd'hui, tu es guérisseuse un peu d'âme des femmes, alors qu'au départ, ton âme était blessée. Et puis même, voilà, on vient de parler du fait d'être maman et ce que ça guérit en toi aussi. Prochaine étape, c'est accompagner les hommes aussi. 98% des personnes qui me suivent sur Instagram sont des femmes, mais ça fait longtemps que je rêve de faire du masculin sacré. Le peu d'hommes que j'ai rencontrés qui ont fait cette démarche de masculin sacré sont allés voir des hommes. Je trouve ça en fait assez logique. Je trouve que c'est assez logique, mais on est quand même différents, on a des problématiques différentes. Il est évident que je suis bien plus à même de comprendre les problématiques d'une femme que celles d'un homme. Bien sûr, bien sûr. Et ça m'enrichirait énormément d'avoir des hommes en face de moi pour faire ce que je sais faire. Mais, oui, ça serait peut-être sous un autre prisme. Oui, ce serait sous un autre prisme. Un truc plus globalisant en fait. Quelque chose de plus universel. La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai demandé c'est quoi l'histoire de ce tatouage. Rapproche-toi, je sais pas si on voit. Un côté un peu dark quoi. Moi je sais pas si je pourrais le porter, je me suis dit ça, tu vois. Ouais, il y a un côté un peu dark. C'était quoi déjà le renouveau? Pour moi, le cube, c'était l'enfance, garder son enfant intérieur. Ensuite, j'ai un lien très particulier avec la mort. J'ai toujours été attirée par les têtes de mort. Je suis née un 13. Les arcanes dans le tarot de Marseille, c'est la mort. J'aime l'idée de la mort parce que j'aime l'idée de la renaissance et qu'on ne peut pas renaître tant qu'on ne meurt pas. Du coup, je t'avais dit, je savais que ça avait un rapport avec le cette tête de mort, elle est sur des petites jambes d'enfant qui dansent. Donc il y a ce côté mexicain de la joie dans la mort. Et ensuite, par-dessus, il y a cette espèce de personnage, des dessins d'un artiste qui est décédé
à peu près au moment où j'ai fait ce tatouage, qui s'appelle Daniel Johnston. Bon, bref. Et ça, c'est une espèce de griffon. C'est un animal qui protège les lieux sacrés. C'est ce qu'on trouve en haut des églises, des cathédrales. Dans le côté duel, il y a la peur de la fin, la peur de mourir. C'est ce qui fait qu'on a du mal à évoluer, à se transformer. Tu sais, les personnes qui se figent dans le temps et qui restent dans leurs petites habitudes, et en fait leur peur, elle grossit et ils les enfouissent de plus en plus. C'est parce qu'il y a cette difficulté à quitter, à quitter l'ancien, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc à mourir pour pouvoir renaître, c'est la nature, c'est normalement. Comme les saisons, comme tout ça. Merveilleux, merci pour cette explication. Voilà. Et il y a une phrase que je t'avais dite, un proverbe druidique, c'est Dieu est le point de liberté où se font équilibre toute opposition. Que tu illustres hyper bien cette idée-là parce que dans ton parcours, il y a cette espèce de recherche d'équilibre entre tes oppositions. Effectivement, j'ai beaucoup cherché l'équilibre dans ma vie. Et maintenant, je pense que qui dit mort dit renaissance, qui dit dualité dit unicité. On vit dans un monde de dualité, noir, blanc, yin, yang, les pro-vaccins, les contre-vaccins. On est un homme ou on est une femme, on est hétéro ou on est homo. Mais il n'y a pas de nuance, voilà. C'est binaire. Et c'est séparé. Mais en fait, on est un et cette dualité, elle est là, elle existe. Mais comme le yin et le yang, Bien sûr. Voilà, c'est de réussir à unir tout ça. Davantage que l'équilibre. Je parlerai, enfin voilà, pour moi, tu me dis. Complémentarité. Union. Ouais. Union. Harmonie. Harmonie. Bah, merci beaucoup Clémence. Merci Nathalie. J'ai kiffé. Moi aussi. Oh, bah, super. Génial. Merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de la structurer. Après, c'est pas évident parce que